Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. À la une de l'actualité de ce vendredi 25 décembre, cela fait maintenant près de 100 heures après le glissement de terrain qui a enseveli ou sérieusement endommagé plus de 30 édifices à l'intérieur d'un parc industriel de Shenzhen, dans le sud de la Chine. Les autorités municipales de la ville ont déclaré qu'en plus des opérations de secours, les opérations de suivi et notamment l'assistance apportée aux familles des victimes et aux entreprises affectées se poursuivent. Les autorités municipales ont déclaré avoir apporté leur assistance complète aux membres des familles des victimes. Selon les autorités de la ville, ce sont près de 4600 personnes qui ont été affectées par le désastre. Pour le moment, 2 personnes sur les 17 qui avaient reçu des soins après l'important glissement de terrain, survenu dimanche soir dernier, ont pu quitter l'hôpital. Un survivant a été retrouvé sain et sauf et 4 corps ont été sortis des décombres, alors que des dizaines de personnes restent portées disparues. Les engins d'excavation continuent sans relâche leurs opérations de déblaiement de plusieurs milliers de tonnes de monticules de terre, encore amoncelés sur les lieux de la catastrophe. Les équipes médicales comprenant des docteurs, des infirmières et des psychologistes ont été envoyées dans les 9 centres de secours temporaires situés à proximité du site du désastre. Parmi les 75 victimes, y compris les personnes portées disparues, nous avons déjà pu contacter les membres des familles de 59 victimes. Jusqu'à présent, nous avons reçu près de 270 membres des familles des victimes. Un service personnalisé a été mis sur pied, comprenant une cellule psychologique, une assistance juridique ainsi que d'autres services. Une partie du budget japonais de la défense pour l'année fiscale de 2016 sera allouée à la surveillance des îles Diaoyu qui font partie du territoire chinois. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Lei, a commenté lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi qu'il espérait que le Japon avait tiré les leçons de l'histoire et qu'il continuerait de se développer de manière pacifique. L'histoire est telle que les manœuvres du Japon dans les secteurs militaires et de la sécurité sont surveillées par les pays voisins en Asie et par la communauté internationale. Nous espérons que le Japon se souviendra de ses erreurs passées, continuera à se développer de manière pacifique et de jouer un rôle constructif pour la paix et la stabilité internationale. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue syrien Walid al-Mualem à Beijing. Wang a annoncé que la Chine fournirait davantage d'aide humanitaire à la Syrie et a félicité le gouvernement syrien pour les récents progrès accomplis vers la fin du conflit. Selon Wang Yi, la visite du ministre syrien des Affaires étrangères intervient à un moment décisif. Les discussions ont principalement porté sur la façon dont les deux pays pourraient ensemble faire progresser la résolution politique du conflit qui déchire la Syrie depuis 2011. Ils se sont mis d'accord sur 3 principes. Nous devons rester fermement engagés sur la voie d'une issue politique au conflit syrien. Le futur de la Syrie doit être décidé par le peuple syrien. L'Organisation des Nations Unies doit jouer son rôle d'intermédiaire principal pour les négociations. Ces 3 principes devraient être respectés tout au long du processus de paix. Vendredi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a unanimement adopté une résolution établissant un programme international afin de rétablir la paix. Selon le programme défini par les Nations Unies, les négociations de paix devraient débuter à Genève dès le mois prochain. Al-Mualem a déclaré que le gouvernement syrien se tenait prêt. La Syrie est prête à prendre part à ce dialogue interne qui va se tenir à Genève sans aucune médiation étrangère. Notre délégation sera pareille dès lors que nous aurons reçu la liste de la délégation opposée. La Chine, quant à elle, continuera de promouvoir la paix et les négociations dans un esprit d'objectivité et d'impartialité. Le pays s'est dit disposé à fournir de l'aide humanitaire à la Syrie partout où il le pourra. Le Premier ministre indien Narendra Modi a bouclé le 2e jour de sa visite de 2 jours en Russie. Narendra Modi espère renforcer les relations économiques et stratégiques avec Moscou. Il s'est entretenu de manière officielle avec le président russe Vladimir Poutine lors du 16e sommet de discussion russo-indien. Il a salué la Russie comme étant un ami fiable lors du début des discussions au Kremlin. L'Inde et la Russie entretiennent des relations culturelles. Au niveau politique, sur la scène des relations internationales, nous avons un puissant et fiable ami, la Russie. La Russie s'est toujours tenue à nos côtés dans les moments durs.
Nous avons noué depuis longtemps un partenariat stratégique avec la Russie. Et ce partenariat stratégique est un véritable partenariat stratégique, en effet. Votre visite tombe à point. Bien que tout était prévu et planifié, elle tombe vraiment bien, car nous devons comparer nos notes et informations en rapport avec la direction de notre coopération. Vladimir Poutine a déclaré que la Russie et l'Inde entretenaient à un rythme régulier leur partenariat stratégique privilégié et que leurs relations bilatérales se développaient dans toutes les dimensions. Poutine a précisé que ce développement incluait les champs de la politique, de l'économie et de la coordination au niveau international. Cette rencontre est la seconde entre Modi et Poutine depuis l'arrivée du Premier ministre indien à Moscou. Les deux dirigeants ont participé mercredi à un dîner informel et tenu des discussions privées au Kremlin. Le Kremlin a décrit ces discussions informelles comme très constructives et chaleureuses, tandis que Modi les a décrites comme fructueuses sur son compte Twitter. Narendra Modi s'est également rendu au Centre national russe de gestion des crises et a participé à une cérémonie de dépôt de gerbes sur la tombe du soldat inconnu à Moscou, avant les discussions officielles de jeudi. Un groupe d'activistes américains a organisé des manifestations au Minnesota et en Californie pour protester contre les bavures policières dont sont victimes des personnes noires désarmées, et ils ont intitulé ces manifestations Black Christmas. Les manifestations ont eu lieu dans des zones d'affaires, une tentative pour montrer que ces manifestations pourraient affecter l'économie au cours d'une des périodes commerciales les plus importantes de l'année. Le groupe, intitulé Black Lives Matter, soit la vie des Noirs est importante, a déclaré dans un communiqué que ces actions représentaient un appel à une révision immédiate du système judiciaire. Les rassemblements provoquaient de brèves fermetures de magasins mercredi, mais la police a rapidement investi les lieux et procédé à quelques arrestations. Au Minnesota, 4 manifestants ont été arrêtés dans le centre commercial Mall of America à Bloomington, dans la banlieue de Minneapolis. 8 arrestations ont été effectuées à l'aéroport international de Minneapolis-Saint Paul, où des manifestants avaient brièvement bloqué les routes menant aux 2 terminaux. 9 arrestations ont également eu lieu près de l'aéroport international de San Francisco, en Californie. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. La conférence centrale de travail rural a débuté ce jeudi en Chine. Les décideurs chinois sont rassemblés pour discuter des mesures à prendre l'an prochain afin de stimuler le développement de vastes zones rurales de leur pays. Les politiques dont ils vont décider seront incluses dans le document annuel numéro 1 du gouvernement central. Les responsables chinois indiquent que pour l'année 2016, le document portera principalement sur l'intégration des secteurs primaires, secondaires et tertiaires dans les zones rurales, ainsi que sur l'agriculture moderne et le développement du commerce en ligne. Les réformes structurelles sont un élément clé de la conférence centrale de travail économique qui vient de se terminer, et cela inclut des politiques publiques de développement du secteur agroalimentaire. Partons dans l'est de la Chine pour tenter de comprendre ce qui a changé dans ce secteur en 2015. C'est bientôt la fin de l'année. Les machines de cette usine de transformation agricole de la ville de Yancheng tournent à plein régime. Le riz produit ici est quasiment 50% plus cher que le riz de base. Mais les commandes ne cessent d'affluer. Pourquoi est-il si cher? Car il est produit dans de grandes fermes. C'est de la production de très haute qualité. Cette grande ferme est un modèle expérimental de culture agricole. Les propriétaires des parcelles sont autorisés à transférer librement leurs terres, ce qui a donné naissance à une exploitation de grande taille. Cela a éliminé les barrières entre les champs et permis de gagner 5% de surface en plus. Et dans le même temps, les champs sont assez gros pour pouvoir utiliser de grandes machines agricoles afin d'accroître la productivité totale. Ce n'est pas de cette manière que les paysans travaillaient par le passé. Auparavant, chaque personne cultivait uniquement ses propres parcelles, ce qui était inefficace. Les choses doivent être améliorées. Par exemple, l'excès d'engrais. Nous sommes 1,9 fois au-dessus des limites internationales, mais notre productivité est de 47% inférieure au niveau international. Les experts estiment que pour rendre l'agriculture plus sûre, plus verte et plus efficace, il faut optimiser l'organisation des exploitations agricoles, ainsi que les méthodes de transformation et de transport.
Nous devons nous concentrer sur l'ajout de nouveaux facteurs de production dans le secteur agricole. Mais maintenant, nous devons explorer les moyens d'utiliser les ressources existantes de manière plus efficace. Par exemple, en augmentant la taille des exploitations et en améliorant la logistique. La production agricole a cette année battu un nouveau record. Elle a en effet atteint les 615 millions de tonnes, soit 7,5 millions de tonnes de plus que l'an dernier. Les douanes chinoises vont devoir accélérer leurs réformes afin de stimuler le commerce du pays. Les exportations et importations se sont en fait contractées en 2015 et l'année 2016 s'annonce du même acabit. Découvrons en images ce que prépare l'administration des douanes. La Chine subit des pressions commerciales baissières qui devraient s'accentuer en 2016 selon les douanes. Le volume commercial de la Chine au cours des 10 premiers mois de l'année a connu un recul par rapport à l'année précédente. L'objectif de croissance du commerce, qui est de 6% sur 2015, pourrait ne pas être tenu. Le porte-parole des douanes se montre prudent sur la question, tout en défendant la situation de son pays. Nous sommes le premier pays en termes de commerce et nous sommes toujours compétitifs au niveau des exportations. Notre part de marché augmente à l'échelle mondiale. De nouveaux secteurs industriels explosent en Chine, tels que le commerce en ligne, le tourisme et les acquisitions. C'est pourquoi nous avons constaté des gains avérés au niveau des colis et voyageurs transfrontaliers. Il existe des améliorations sous-jacentes, les entreprises privées ayant une part du commerce plus importante. Nous avons enregistré une croissance à 2 chiffres des exportations dans la téléphonie mobile et les équipements médicaux, et une hausse des exportations des produits des secteurs de l'électronique, des télécommunications, de l'aviation et de l'espace. Nous annoncerons les résultats annuels du commerce début 2016. Des réformes urgentes sont indispensables pour soutenir l'activité commerciale, car la demande internationale reste faible. Pour 2016, nous allons rationaliser les procédures de dédouanement, créer via Internet une procédure unifiée pour le dédouanement et les règlements commerciaux dans tout le pays. Cela va réduire les coûts des entreprises. Nous allons également adopter une réforme de l'offre, soutenir les entreprises ayant une forte activité à l'étranger et des commandes d'un montant élevé. Cette semaine, la Chine a officiellement conclu 2 accords de libre-échange avec la République de Corée et l'Australie, juste à temps pour la période de Noël et le pic commercial du Nouvel An. Sur le long terme, la Chine mise sur de nouvelles initiatives, telles que le plan « Une ceinture, une route », pour accélérer le déstockage de ses capacités excédentaires. D'un autre côté, un commerce plus libre avec ses partenaires du monde entier conduira les sociétés chinoises à affronter une concurrence plus acharnée, ce qui devrait renforcer l'engagement du gouvernement à réformer son secteur privé et créer plus d'emplois tout en éliminant ses entreprises les plus fragiles. Le Conseil des affaires d'État chinois a publié un projet de réforme fiscale jeudi visant à améliorer l'efficacité du système de collecte des impôts. Le but de la réforme est de construire un système moderne de collecte des taxes en Chine qui pourrait encourager le gouvernement central et les gouvernements locaux. Dans le même temps, nous souhaitons que le système abaisse les coûts de collecte et améliore son efficacité, permettant à la taxation de jouer un rôle de base, soutenant et protégeant le développement en Chine. Le point le plus important de la réforme est de clarifier les responsabilités entre le Bureau national de collecte des impôts et les bureaux locaux. Le plan prévoit que 2 types de bureaux de collecte travaillent ensemble sans se marcher sur les pieds. Le plan mentionne également que la Chine vise à autoriser les contribuables à payer leurs impôts dans n'importe quelle institution à l'intérieur de la même province en 2016, avant de passer en 2017 à n'importe quelle institution de collecte à travers le pays. La Chine construira progressivement un système d'évaluation du crédit pour les contribuables et offrira aux entreprises des crédits plus avantageux. La conférence centrale sur le développement urbain vient tout juste de s'achever à Beijing sur un grand nombre de propositions. Comment résoudre le problème du surdéveloppement à travers une planification urbaine plus efficace et l'intégration des travailleurs migrants dans le système des services urbains sont les questions les plus urgentes à traiter. Les gouvernements locaux ont soutenu avec enthousiasme l'extension des zones urbaines, mais elle s'avère souvent non nécessaire et résulte en un grand gaspillage des ressources publiques. La conférence centrale sur le développement urbain a souligné cette situation et a appelé une planification plus réaliste. Étant donné que nous avons une grande population et moins de terres arables,
Lorsque nous planifions des zones urbaines, nous devrions trouver un équilibre entre l'habitabilité et l'utilisation des terres. Nous devrions construire des villes compactes qui soient respectueuses du développement durable. De 2000 à 2014, la population urbaine en Chine a augmenté au rythme de 21 millions d'habitants par an. Maintenant que davantage de Chinois vivent en zone urbaine, la gestion et les services doivent être ajustés en conséquence. La conférence centrale sur le développement urbain soutient ainsi un modèle davantage centré sur les habitants. La construction et la gestion des zones urbaines devraient être orientées vers les gens. Je pense que le rôle et la contribution des habitants envers les villes devraient être renforcés. La construction et la gestion urbaine devraient être basées sur cela. C'est également cohérent avec le développement orienté vers les gens. L'une des questions urgentes posées par le développement urbain concerne les droits des travailleurs migrants. Ils ne sont en effet pas considérés comme des habitants urbains et ne disposent donc pas des mêmes privilèges. Au niveau des politiques, nous devrions abaisser les standards d'admission pour inclure le plus de gens possible dans les services. Au niveau de la mise en place, nous devrions faire davantage fournir autant de services que possible aux travailleurs migrants. Les gouvernements locaux, dans des villes telles que Tianjin et Shenzhen, rassemblent des données concernant les travailleurs migrants urbains et espèrent qu'elles se traduiront à l'avenir par des mesures orientées vers les personnes. Le premier engin explorateur chinois à la recherche de particules de matière noire vient tout juste de ramener sur Terre les premières données récoltées en orbite. L'engin explorateur Wukong a été lancé une semaine auparavant dans le centre de lancement de satellites Jiuquan, situé dans le nord-ouest de la Chine. L'engin explorateur est en réalité un télescope spatial particulièrement utilisé pour détecter les rayons gamma à forte énergie, les électrons ainsi que les rayons cosmiques. Son principal objectif reste de rechercher de la matière noire. Le projet est le fruit de la collaboration entre des universités italiennes, suisses et l'Académie des sciences de Chine. L'engin explorateur Wukong tient son nom du roi singe, célèbre héros des contes classiques chinois, le pèlerinage vers l'ouest. Le nom signifie littéralement « qui comprend le vide ». Nous prévoyons de passer les 2 prochaines années à surveiller l'espace et une année supplémentaire consacrée à certaines recherches spécifiques à la matière noire. Le calendrier peut évidemment subir quelques modifications, mais nous sommes confiants sur le fait de pouvoir trouver des signes de matière noire dans moins de 2 ans. Et nos recherches se concentreront alors dans quelques directions précises. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle édition de l'Afrique Info.